Bonsoir à tous. Je montre là comme si je regardais l'écran. Ce soir, nous allons parler du livre de Monsieur Daniel Cohen. Bienvenue. Bienvenue Bonsoir pour une Raphaël, deuxième. bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est la deuxième fois que tu viens dans les bureaux de Self Invest à Paris. La dernière fois, c'était pour parler de ce livre-là. Ah, que tu as en que j'ai permanence toujours à côté de toi. Ah oui, il veille sur moi. Le pouvoir d'Ishimoku. Très beau livre, hein, on voit, hein, c'est très grand par rapport au deuxième. Bon, ça, c'était vraiment ton livre, on va dire. C'était la Bible de l'Ishimoku. Et donc, ce soir, on va faire la Bible des chandeliers japonais, peut-être. Oh, peut-être pas, parce que les chandeliers japonais, il y a eu beaucoup de choses décrites, mais j'ai quand même essayé de trouver un biais ou un angle d'attaque qui est très important. Et en fait, vous allez voir que tout va tourner autour de ça. Et cet angle d'attaque, c'est ce qui fait une des originalités du livre. Et en fait, cet angle, en la circonstance, c'est le conflit permanent entre acheteurs et vendeurs, ce qui donne ce que j'ai appelé la danse du marché. Et ça, c'est l'élément absolument fondamental de compréhension du marché, cette bagarre permanente entre ces deux camps, acheteurs et vendeurs, avec les chandeliers japonais. Et je vais y aller direct, Raphaël. Okay. Ceux qui ne comprennent pas le mode de fonctionnement des chandeliers, qui ne savent pas lire le marché à travers les chandeliers, eh bien, leur avenir en termes d'investisseurs sera beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, je le dis directement, et non seulement je le dis, mais je vais vous le montrer parce qu'on va regarder un certain nombre de graphiques et de situations, et vous allez voir à quel point, rien qu'en lisant des graphiques sans rien, et c'est ce qu'on va commencer par ça, eh bien, on peut, et au contraire, on a une meilleure lecture du marché. D'ailleurs, on dit que les plus grands traders, ils travaillent ils lisent uniquement les chandeliers, ils n'ont pas besoin d'indicateurs, même pas d'Ishimoku. Comme tu vois, il y a des gens qui n'utilisent pas Ishimoku. Et ils s'en sortent. Et ils s'en sortent. Alors bon, il doit y en avoir un ou deux seulement dans le monde, mais quand même. Donc vous allez voir qu'avec une lecture uniquement par le biais des chandeliers, j'espère que je vais vous donner une vision ou une compréhension des marchés qui sera différente de celle dont on a l'habitude. Et c'est vrai que quand on rajoute des indicateurs, des moyennes mobiles ou autres, en fait, quelque part, on regarde moins les prix et on regarde ce que nous disent les éléments dérivés, les éléments qui sont les filtres justement des prix et pas les prix eux-mêmes. Et là, on va regarder ce soir les prix eux-mêmes individuellement et dans leur continuité en forme de tendance, de retournement, de continuation. Et je vais essayer de vous expliquer un peu cette danse du marché. Et on va commencer avec le premier slide. On attaque. On attaque. Alors, ouais, petite quand même tu as raison. aparté sur cette collection qui est une collection spéciale. Ça a été donc j'ai été président de la FAT pendant 5 ans. J'ai fini mon dernier mandat il y a 3 semaines, un mois. Ça faisait 5 ans, donc c'était un peu un record d'un côté. Et puis, c'était quand même une lourde tâche. Et dans les derniers mois, mon leg, si c'est pas trop prétentieux, à la FAT, ça a été le lancement de cette collection de livres d'analyse technique. Alors, curieusement, il n'existe pas, et je me suis adressé à différentes organisations comme la FAT dans différents pays, il n'existe pas a priori dans le monde de collection spécialement dédiée à l'analyse technique. Il existe plein de livres d'analyse technique, il y en existe certainement des milliers, mais une collection complète de livres d'analyse technique, ça n'existe pas. Alors, le cahier des charges qu'on s'était donné pour cette collection, c'est de se dire, on veut une dizaine de livres environ, dans un premier temps, un premier jet d'une dizaine de livres, entre 100 et 150 pages, des livres qui traitent chacun d'un thème ou d'un élément important de l'analyse technique. Avec 100 ou 150 pages, ça permet quand même de bien rentrer dans le cœur du problème, parce que faire l'analyse technique en 10 livres de 100 à 150 pages, eh bien, ça fait l'équivalent d'un livre de 1200 pages d'analyse technique de 1200 pages, ceux qui existent, et vous les connaissez tous, ils font 3, 4, 500 pages. Là, véritablement, on veut rentrer
dans le cœur, dans la technique de chacun des gros thèmes de la méthode. Donc, des livres qui soient abordables à la fois pour les débutants, et puis dans les livres, quand on progresse à l'intérieur des livres, eh bien, on a des choses de plus en plus techniques, de plus en plus abouties, et ce qui fait que ces livres, cette collection est destinée à la fois à des débutants et à des investisseurs qui ont déjà touché, ont déjà goûté à l'analyse technique et qui voudraient l'approfondir. Alors, on a lancé il y a un peu moins d'un mois, au salon de l'analyse technique, on a lancé les 3 premiers livres. Le premier donc, a été écrit par Denis Desclos, qui est donc mon successeur à la présidence de la FAT. Je me permets de te couper. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Pourtant, je suis navré. Ah si, vous voyez que vous entendez quelque chose, vous. Attends, excuse-moi. C'est les aléas du direct. Parce que là, il y a une personne qui me dit que c'est bon ou c'est pas bon. Si, tout est OK. OK, bon, bah, il y a une personne qui nous a perturbé, toutes nos excuses. Non. On continue. Pardon. Donc, le premier livre a été écrit par mon successeur à la présidence de la FAT, qui est Denis Desclos, et qui s'appelle Actifs et instruments de la bourse et des marchés financiers. Donc, qui permet pour justement les débutants de faire le tour de ce qui existe comme type de produit que l'on peut utiliser pour investir en bourse et sur les marchés financiers. J'ai écrit le deuxième dont on va parler aujourd'hui donc sur les chandeliers japonais. Le troisième a été écrit par Nicolas Galland sur les figures chartistes de l'analyse technique. Et là, donc, on va, d'ici le milieu de l'année prochaine, eh bien, terminer cette première partie de la collection. Et on a déjà des gens du milieu qui sont intéressés par écrire d'autres livres. Il y en a déjà 2 qui se sont manifestés en dehors des thèmes. Et donc, certainement, cette collection va continuer à s'installer pour eh bien, être véritablement la bibliothèque de l'analyse technique. Dernier point, l'objectif de la collection, c'est aussi de démocratiser l'analyse technique, et donc tous les livres seront vendus en dessous de 20 € publics. Ce qui fait que pour 180, 190 € au bout, étalé sur à peu près un an, eh bien, toute personne pourra se former et rentrer de manière importante à l'intérieur de chacun des thèmes, mais véritablement en devenant non pas forcément encore des experts d'analyse technique, mais des gens qui connaîtront, qui comprendront bien les marchés et qui comprendront bien les différents outils et comment fonctionne cette belle matière. C'est intéressant. Belle collection, c'est vrai que pour moins de 200 €, ce qui est le prix d'une formation vraiment pas chère pour apprendre des bases. Oui, là, on a. Il y a combien de livres, tu dis donc? Il y en a. Alors, le premier G, ce sera 10 livres. 10 livres. Donc, ça va faire à peu près 1200, 1300 pages. Donc, ce qui est quand même déjà, on peut vraiment rentrer dans le détail de la technique. Et donc, cette conception, on commence doucement pour ceux qui débutent dans l'analyse technique, et petit à petit, au fil des pages, eh bien, on rentre profondément dans l'analyse. Et c'est un petit peu ce que l'on va faire rapidement ce soir ensemble. Bon, et bien c'est parti. Allez, on y va. Alors, si ma souris, elle est là. Alors, le premier graphique, enfin, c'est même pas un graphique, donc c'est la représentation en chandelier. Alors, on va commencer par une petite anecdote qui est quand même assez étonnante. L'origine des chandeliers, c'est un seigneur japonais, Monsieur Homma, au milieu du XVIIIe siècle, qui est donc un riche propriétaire et qui avait d'énormes champs de riz, et le riz était récolté, était stocké et était vendu tout au long de l'année. Et lui, il cherchait à la fois à savoir à quel moment mieux vendre son riz et connaître un petit peu le suivi et une forme de saisonnalité dans les cours du riz. Donc, il a eu l'idée de mettre au point
une technique, une forme de représentation des prix pendant une durée donnée, hein, pendant la journée, la semaine, le mois, de manière à essayer de regarder d'essayer de prévoir l'évolution des prix et regarder dans chaque unité de temps quelle était la volatilité, quelles étaient les forces en présence. Ce qui nous a donné donc cette représentation chandelier. Et chose, alors vraiment, moi, quand je me suis rendu compte de cela, j'ai été extrêmement étonné. Il a fallu attendre la fin des années 1980 avec le trader de matières premières Steve Nissen, qui est allé au Japon, qui a travaillé avec des traders japonais, qui a appris ce mode de représentation, qui l'a développé, qui a écrit un livre qui est le premier livre sur le sujet dans le monde occidental. Et ce livre a vraiment révolutionné toutes les approches. On travaillait avant en clôture, en bar chart, et le livre de Steve Nissen est certainement un des livres, je crois, les plus vendus dans le monde, dans le domaine de l'analyse technique, et je connais personne aujourd'hui, et même depuis de nombreuses années, qui travaille autrement qu'avec les chandeliers. Alors de temps en temps, pour tracer des supports, des résistances, on se met en clôture, mais d'une manière générale, tout le monde regarde la représentation en chandelier. Il aura fallu 2 siècles et demi pour que eh bien, la représentation traverse le Pacifique en la circonstance pour démarrer aux États-Unis et puis par la suite dans le monde entier. Donc cette représentation, vous la connaissez. Donc on a d'abord le cours d'ouverture. Là, je suis sur une bougie qui est blanche. On va la voir en vert un peu plus tard. Donc le cours d'ouverture, le cours de clôture et point très important, le plus haut ici de la séance et le plus bas de la séance. Donc, qui donne en quelque sorte la volatilité pendant la séance. Alors, on a ici une représentation, un chandelier, mais on peut imaginer des chandeliers de tous les types de formes. Et on va, par la suite, on va voir des chandeliers avec des grands corps, des tout petits corps, des chandeliers avec de grandes mèches hautes, de petites mèches basses, de grandes mèches basses, de petites mèches hautes, pas de mèches du tout. Et c'est en fait tout ce phénomène, cette danse qui va nous amener à cette danse du marché, qui va nous permettre de lire et de comprendre ce qui s'est passé pendant la journée et de comprendre comment s'est déroulé ce qui est la base des marchés, à savoir ce combat permanent, ce conflit permanent entre des acheteurs et des vendeurs. Alors, il y a aussi une deuxième chose que je trouve absolument étonnante, et c'est ce qui fait aussi un marché et l'agrément d'un marché. Quand on regarde ceux qui font les marchés, à savoir bon, essentiellement les gros fonds, les grosses mains, hein, les BlackRock, les Berkshire Hathaway et autres, ce sont des sociétés qui emploient des analystes qui sortent des meilleures universités, des meilleurs MBA mondiaux, qui ont tous exactement ou pratiquement la même formation, qui ont la même lecture des marchés, qui sont au contact des CEO, des CFO, qui vont dans les entreprises, qui lisent une documentation considérable sur ces entreprises, en fait, qu'ils les connaissent en un sens presque par cœur, presque mieux que le CEO lui-même. Et ces gens, ces analystes, à un moment donné, avec exactement la même approche, les mêmes outils, il y en a qui sont acheteurs et il y en a qui sont vendeurs. Et c'est là où, au-delà de l'aspect rationnel, de ce que l'on peut avoir comme valeur d'une monnaie contre une autre, valeur d'une entreprise, valeur d'un État ou d'une économie avec les indices actions, eh bien, au-delà de tout cela, eh bien, à un même moment, il y a eu un équilibre entre des gens qui sont des investisseurs, qui sont acheteurs, et d'autres qui sont vendeurs avec les mêmes données. Donc, cela veut dire que le prix est une donnée qui est essentiellement variable, essentiellement fluctuante. Elle fluctue en fait au gré de ce combat, de ceux qui veulent pousser vers le haut, de ceux qui veulent pousser vers le bas, et c'est effectivement, eh bien, à chaque fois, le plus gros, celui qui a mis sur le marché
le plus d'actions pour des entreprises, hein, moi je suis plus action, donc je parle plus dans mon esprit, quand je parle bourse, c'est plus entreprise, c'est plus action, eh bien ceux qui ont plus de conviction d'aller vers le haut et ou d'aller vers le bas. Et c'est ça, ce combat quotidien, toujours pour les actions par exemple, qui va donner des tailles de bougies, des tailles de mèches, et qui vont complètement nous guider dans la lecture du marché. Donc, on va regarder chacune des bougies individuellement et on va les regarder dans la continuité. On va tout simplement être les commentateurs sportifs pour suivre l'évolution du match. Alors, de temps en temps, c'est acheteur 1, vendeur 0. Le lendemain, les vendeurs égalisent. Et c'est tout cela qui va nous donner ce que j'ai appelé la danse du marché. Alors, voilà, j'ai pris un actif. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus lequel il s'agit. Ça n'a strictement aucune importance. Et on va décrire un peu ce qui se passe. Alors là, vous voyez, on part d'un niveau là à 132. Je ne sais pas si c'est des euros ou des dollars. Et là, on a un mouvement tout à fait dynamique. Hein. Regardez cette bougie. On a une toute petite mèche basse et on vient un grand corps et on vient clôturer au plus haut du jour. Donc, on voit qu'après une bougie comme celle-là qui a été extrêmement négative, eh bien, les acheteurs sont tout de suite revenus à l'abordage. Le lendemain, on ouvre juste en dessous de la clôture de la veille. On descend un peu, les vendeurs sont revenus à la charge, mais les acheteurs ont vraiment plus de conviction et pour une deuxième journée consécutive, eh bien, on va clôturer au plus haut du jour. Donc là, on voit que sur le marché, on a une forme de changement de psychologie dans la mesure où on pouvait se dire qu'avec un mouvement qui commençait à s'amorcer baissier, parce que là, on a une très belle figure baissière, hein, qui, si on était en haut de tendance, serait une étoile du soir, si on était en haute tendance. Donc après une première journée qui peut être une journée où, compte tenu de la baisse, certains en ont profité pour solder une partie de ce qu'ils avaient en portefeuille. On sent bien là, le premier jour, le deuxième jour, que les acheteurs sont en train de prendre la main sur le marché. Le troisième jour, confirmation, magnifique bougie, extrêmement dynamique, petite mèche haute, petite mèche basse. Ça veut dire que pratiquement pendant toute la journée, on n'a fait que monter. Alors là, on arrive à un moment donné à un niveau où eh bien, les acheteurs se disent bon, c'est bien ça, mais est-ce qu'on va aller beaucoup plus haut? Quelle va être l'attitude des vendeurs? Ce qui nous donne 2 ou 3 bougies de totale incertitude, qui est en quelque sorte un test du marché. Est-ce que globalement, on a un camp acheteur déterminé à aller plus haut et il se confronte avec le camp vendeur et là, pendant 2 jours, eh bien, on a match nul. Par contre, on a quand même un bon sentiment. On a quand même un bon sentiment parce que, regardez, on a là ces deux bougies, même si ce sont des tout petits corps, ce sont des quasi-dojis. On a des mèches, ici une mèche basse, mais pendant la séance ou en deuxième partie de séance, eh bien, les acheteurs sont revenus à la charge. Le lendemain, les acheteurs reviennent à la charge un petit peu plus haut et repoussent les vendeurs. Donc, on a une période d'incertitude, mais avec quand même un sentiment qui est pas mauvais, dans la mesure où, eh bien, on voit que les acheteurs sont décidés à défendre à minima ce niveau qui doit se trouver aux alentours de 140 euros. Et la décision va se faire le lendemain. On ouvre plus haut, ici plus haut, on continue à monter avec dynamisme et là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, les vendeurs réapparaissent. Alors, c'est quoi les vendeurs? Les vendeurs, c'est deux types d'intervenants. Ce sont si l'actif s'y prête si l'actif s'y prête, pardon, eh bien, ce sont des vendeurs à découvert. En France, par exemple, si ce sont des actions du SRD, ou tout simplement des acheteurs qui se disent oulala, 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 on se trouve maintenant à des niveaux de prix qui commencent à devenir dangereux. Il vaut mieux commencer à se séparer d'une partie de la position et quand on a des bougies de ce type-là, quand on a des séances qui se déroulent de cette manière-là, avec autant d'aléas, autant de volatilité intraday, eh bien, on cède également des volumes pour voir comment justement le phénomène se produit. On peut avoir, on le verra un petit peu plus loin, on peut avoir des jours ou des situations avec
peu de volume, à savoir, il y a tout simplement plus d'acheteurs. Il n'y a plus d'acheteurs, personne n'ose, donc on est un peu au bord du vide. Donc il ne reste que des investisseurs qui regardent le carnet d'ordre et qui voient qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc ça entraîne un mouvement naturel de vente de ceux qui sont en position, et quand vous avez une position acheteuse et que vous la soldez, vous vendez. Donc, vous passez du camp des acheteurs tout simplement dans le camp des vendeurs, et tout simplement en soldant tout ou partiellement de votre position, eh bien, vous alimentez la vente, et le phénomène souvent s'amplifie parce que, eh bien, il y a un courant qui est en train de se dessiner, qui devient majoritaire, et ceux qui étaient dans ce courant, eh bien, vont embrayer. Et puis, donc, le marché continue à baisser jusqu'à un moment où, eh bien, on arrive à nouveau à une forme d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe quand on est à ce niveau-là, hein, dans cette zone-là, à ce niveau-là de prix de 138 €? Il se passe que tous ceux qui ont, à partir de cette bougie-là, qui ont acheté au-dessus de 138 € et qui sont encore en position, ils sont tous perdants. Donc, ils ne sont pas sortis pour le moment parce que, eh bien, ils se disaient que ça ne va pas aller bien plus bas. Quand on arrive dans cette situation, eh bien, tout simplement, il n'y a plus de vendeurs. C'est exactement le phénomène inverse. Tous ceux qui, compte tenu de la crainte qu'ils avaient en étant allés trop haut, ont liquidé, ont pris leurs bénéfices, à un moment donné, il va rester ceux qui ont confiance dans la poursuite de la hausse, qui vont arrêter de vendre leur position. Et là, ça va être le contraire, ça va être le marché qui va avoir un défaut de vendeur. Ce qui va redonner, donc on a ce qu'on appelle tout simplement une consolidation d'un schéma qui était haussier. À un moment donné, on retrouve sur des niveaux de prix de nouveaux acheteurs qui estiment qu'à ce niveau-là, ça vaut le coup de recharger un petit peu le portefeuille ou de rentrer. Mais on voit que là, on a pendant plusieurs jours une lutte qui est quand même relativement acharnée avec des bougies qui sont tout à fait significatives. On voit ici, cette bougie-là, eh ben, c'est tout simplement un doji, c'est une bougie d'incertitude. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a ouvert sur la clôture de la veille, on a commencé par monter ou descendre, je n'en sais rien, c'est pas grave. Après, on est allé dans l'autre sens et tout simplement, à la fin de la journée, pour clôturer exactement au même niveau. Donc là, on peut dire acheteur 1, vendeur 1. Ce qui est très intéressant, la bougie du lendemain. Et c'est là où on voit dans ces séries de bougies comment on peut avoir de sacrés contre-pieds au niveau du marché. Regardez cette bougie. On commence, hein, on ouvre un peu plus bas que la clôture de la veille. À un moment donné, les vendeurs reprennent considérablement la main. Mais ceux qui étaient en position précédemment, eux qui ont une conviction que le niveau auquel on est descendu, 134, 135, eh bien non, c'est trop bas, eux, ils vont recharger et on va revenir à un niveau de clôture qui va revenir au niveau des clôtures de la veille et de l'avant-veille. Et le mouvement semble repartir, mais là aussi, à nouveau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a une série ici, il y a une série une espèce de range, hein, finalement, si on se place sur les clôtures. On a une gamme de prix en gros entre 136 et 140. Et là, le marché, à un moment donné, il est figé. Il n'y a plus véritablement d'acheteurs parce qu'il n'y a plus de conviction. Et à ce moment-là, on a une nouvelle reprise en main par le camp vendeur. Et regardez ces trois bougies rouges qui sont absolument terribles pour le camp vendeur, à savoir en la circonstance, on ouvre ce jour-là sur le niveau de clôture de la veille, on baisse toute la journée, le lendemain on baisse toute la journée, et le surlendemain, au pire encore, on vient clôturer au plus bas de la journée. Et qu'est-ce qui se passe le surlendemain? Eh bien, on a un gap d'ouverture qui est maintenu en clôture et le marché repart vers le haut. Alors, on va continuer. Donc, on a en permanence ce phénomène. Alors, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui est important de regarder à chaque fois? Évidemment, la taille des corps. La taille des corps, elle va nous dire, comme ici, comme là sur cette bougie rouge, comme ces deux bougies ici, la verte et la rouge. Lorsque l'on a des bougies avec des corps importants et des mèches faibles, ça veut dire que le marché, le camp
qui est à la manœuvre, eh bien, il y a vraiment une forme de détermination. Le point, c'est que ça ne veut pas dire que dans les jours suivants, on va forcément continuer d'une manière importante. Tout simplement, il faut regarder, quand on a une grosse bougie, le niveau auquel on clôture. Est-ce que ce niveau, je n'ai mis ni support ni résistance. On va y venir un petit peu plus tard. Donc, ce niveau, il correspond à quoi? Si d'une part, c'est une résistance ou si à ce niveau-là, il n'y a plus de conviction suffisamment forte, c'est là qu'il faut faire attention. C'est difficile, c'est pour ça qu'il est difficile d'acheter après une bougie de cette taille-là. Il est aussi difficile de vendre après une grosse bougie pour deux raisons. La première, c'est que sur celle-là, si vous vendez à la fin de cette journée, eh bien votre stop, il est où? Il est au minimum au-dessus de cette mèche. Donc, il est très loin. Donc, il faut vraiment avoir une conviction de baisse importante. Mais là aussi, quand on a ce qu'on appelle un peu les trois soldats noirs, quand on a trois, et ça marche souvent par trois d'ailleurs, hein, ou multiple de trois, quand on a trois soldats noirs de ce type-là, eh bien, est-ce que derrière, il y a encore du potentiel vendeur? Pas toujours. Peut-être que tous les vendeurs, et c'est le cas, tous les vendeurs sont sortis soit de la position acheteuse ou sortent de leur position de vente à découvert. Donc, on regarde les corps, on fait attention qu'un grand corps ne veut pas dire que le lendemain, on en aura à nouveau un, et on fait attention aux mèches. Les mèches sont véritablement des outils de lecture qui ne trompent pas. Regardez ici une mèche haute de ce type-là. Elle veut dire que sur ce niveau de prix ici à 146, ceux qui ont acheté à ce niveau-là se sont fait découper, mais découper. Et tous ceux qui ont acheté là pratiquement entre 140 et 146, eh bien, ils sont tout de suite, à peine ils sont rentrés, que déjà ils sont en perte à la première clôture. Ce qui veut dire que dans les séances suivantes, il y a relativement peu de chances que cela ait envie de rééditer l'opération. Donc, quand on a une bougie de ce type-là, c'est rare, très, très rare que dans les jours qui suivent, eh bien, on vienne titiller ou tester cette zone, la zone de la mèche. Regardez ce qui se passe ici. On a exactement le même schéma. On a ici une figure tout à fait classique hein, de retournement. On va les voir. C'est ce qu'on appelle un sommet en pince. Qu'est-ce qui se passe? Le marché est acheteur. On n'arrive pas à aller plus haut que les 153, 154. Le lendemain, on démarre sur le cours de clôture et on retourne vers ce niveau de 153, 154. Et à ce niveau-là, il y a plus d'acheteurs, plus personne ne veut acheter. Et quand plus personne ne veut acheter, eh bien forcément, ce sont les vendeurs qui reprennent la main. Et on a ici une indication très importante avec cette grande bougie qui est quasiment ce que l'on peut appeler une englobante, à savoir qu'elle vient englober, le corps de cette bougie vient englober le corps de la bougie de la veille. Ça veut dire qu'il y a une conviction vendeuse qui est importante, ce qui veut dire que probablement, on va continuer à baisser. Alors, pas forcément en ligne droite, dans certains cas, oui. Ici, on baisse en ligne droite. Ici, on baisse en ligne droite. Ici, on a baissé en ligne droite, on n'est pas forcément allé très loin, mais on ne baisse pas forcément en ligne droite parce qu'on a aussi des zones de prix. Là, on balaye sur cette bougie, on balaye quand même 148, 154, ça fait 6 euros, ça fait quand même 4% de la valeur de l'actif dans la même journée. Si c'est une action, c'est quand même pas mal. Je parle même pas de Forex. Hein. 4% sur le Forex, c'est absolument, c'est colossal. Donc, ça veut dire on s'est beaucoup battu, mais quand même qu'on a un corps rouge en la circonstance qui est fort, qui englobe le précédent. Donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique baissière qui est en train de se mettre en route. On a certes des acheteurs qui viennent tenter le lendemain de reprendre le marché. On ouvre, vous voyez, en dessous de la veille, donc un niveau où les acheteurs reviennent. Mais regardez, on a une mèche haute, même si elle n'est pas très importante, on n'arrive pas, les acheteurs ne sont pas capables de revenir, ne serait-ce que sur le cours de clôture de l'avant-veille ou la clôture de la veille. Ça veut vraiment dire, pour moi, c'est quasiment un renoncement
de la part du camp acheteur. Et c'est quasiment sur la bougie suivante ici, c'est quand on regarde sur un schéma psychologique, les vendeurs, les acheteurs ont renoncé, les vendeurs ont pris la main, donc c'est quasiment une bougie de vente. Alors, je ne parle pas de money management, je ne parle pas de ratio rendement-risque, j'ai pas de support, pas de résistance, pas de stop, mais cette bougie, pour moi, elle donne un signal de prise en main forte par le camp vendeur. Jusqu'où? Eh bien, jusque dans cette zone des 142, 143, où on voit que eh bien, le mouvement baissier commence à ralentir. On a des mèches basses importantes, hein, pendant 4 jours, des mèches basses importantes, ce qui veut dire que dans la zone ici des 142, 143, si ce sont des euros, eh bien, les acheteurs sont présents. Et le fait de la multiplication des mèches importantes dans cette zone 142, 143 veut dire qu'on est certainement sur une zone de support important et qu'il y a encore de la conviction acheteuse pour reprendre la main sur le camp vendeur. Donc, voilà cette première lecture, hein, cette danse du marché, où la forme des bougies, la forme des suites de bougies et surtout les mèches. Moi, j'aime beaucoup les mèches. Regardez à nouveau ici, hein, c'est une figure de retournement classique, hein, que vous connaissez avec un marteau ici et une figure qui est une étoile du matin. Regardez cette mèche-là. Elle est tout à fait significative que eh bien, les acheteurs ont laissé les vendeurs prendre la main et vers 134, 135, eh bien, ils sont repartis et tous ceux qui ont vendu dans cette zone, eh bien, sont en perte, vont s'agacer et vont chercher à sortir et donc va réalimenter le camp acheteur. Et quand on a des séries comme celle-là avec des bougies, avec des mèches basses très fortes ou des mèches hautes très longues, très longues dans un cas, très longues dans l'autre, ce sont pour moi des signaux de changement de main au niveau entre camp acheteur et camp vendeur ou réciproquement, et ce sont des signaux de retournement qui sont aussi forts que la figure qui est celle-là. En fait, on pourrait le schématiser entre une voiture qui part à toute vitesse, qui commence, qui freine et qui repart à 180 degrés dans l'autre sens. Donc, il faut un petit laps de temps, laisser cette bagarre entre acheteurs et vendeurs se faire, arriver à un point bas sur lequel, eh bien, il n'y a plus de conviction vendeuse. Les vendeurs ont bien gagné leur vie, hein. Ils sont rentrés à partir de 148, ils lâchent à 136. Hein. En 4 jours, ils ont fait 9%. Si en plus ça a été fait avec des produits à effet de levier, bon, ben c'est du bon travail, hein. Il n'y a rien à dire. Et on peut comprendre effectivement que eh bien, les vendeurs lâchent, ça y est, ils sont venus, ils ont pris leurs bénéfices, ils s'en vont et ils reviendront pas longtemps après, hein, 2 ou 3 jours après. Donc, on voit véritablement cette lecture des chandeliers, à quel point cela donne des indications totalement précieuses que je qualifie comme indispensables et qui nous permettent de savoir d'anticiper ce qui va se passer. Ces mèches anticipent ce qui va se passer. Ces mèches ici anticipent ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Donc, à elles seules, pratiquement, elles donnent carrément des signaux d'achat ou de vente. Alors, on va aller plus loin. Et là, maintenant, on va voir la danse du marché. Là, on est avec Valeo. J'ai dû faire, je ne sais pas, ce matin ou dans la journée, j'ai fait ce graphique, hein, l'actualité. Et maintenant, eh bien, j'ai mis mes supports et mes résistances. Et on va voir justement ce jeu de force, l'évolution des positions, hein, des lignes de front entre acheteurs et vendeurs. Donc Valeo, hein, c'est une triste tendance baissière depuis longtemps, hein, depuis le temps des 65 €, on est descendu jusqu'à 10 €. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de regarder tout ce mouvement. Donc, peu importe ce qui s'est passé précédemment. Donc là, on voit que dans une consolidation de notre mouvement baissier, eh bien, on est venu tester le niveau à 14,50 € ici, niveau qui avait déjà fait support précédemment. Donc, arrivé à ce niveau-là, on peut tout à fait imaginer, comme c'est un niveau qui est important pour Valeo, on peut tout à fait imaginer qu'il y a à l'intérieur du carnet d'ordre, il y a un certain nombre d'ordres de vente à découvert, hein, qui sont positionnés à ce niveau et qui attendent tout simplement eh bien, que les acheteurs, après
un rallye, hein, un petit rallye puissant quand même de 12 qui a fait à peu près 15%, eh bien, et on voit ici véritablement l'échec des acheteurs et regardez pile poil sur le niveau de la résistance. Ce qui veut vraiment dire que les vendeurs avaient la détermination et étaient là en puissance pour véritablement reprendre la main. On peut comprendre également que du côté des acheteurs, les ordres qui avaient été passés lors du rebond ici avaient certainement pour objectif ce niveau et que certainement des nombres d'acheteurs eux-mêmes s'étaient fixé cette zone hein, des 14,30, des 14,50 pour sortir de position et alimenter, avec les vendeurs à découvert, alimenter eh bien, le camp opposé. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? À la fois ceux qui avaient décidé de sortir à 14,52 et ceux qui avaient décidé de vendre dans la zone des 14,30, 14,50, eh bien, ils allient leurs forces et on repart vers le bas. À nouveau, on revient tester une deuxième fois. Regardez la mèche ici qui montre que, eh bien, il y a un carnet d'ordre qui est relativement garni en vendeurs autour des 14,50. Une troisième fois, une quatrième fois, on vient là et qu'est-ce qui se passe? On redescend et là, c'est véritablement le classique, le bull trap absolument terrible. On croit à un moment donné qu'on va franchir, on remonte jusque vers 14,70, les vendeurs laissent rentrer les acheteurs et derrière, eh bien, c'est le bull trap. Et regardez la vitesse de descente. Regardez cette bougie, regardez cette mèche qui est absolument terrible pour les acheteurs. Il n'est pas étonnant et il est très fréquent, on l'a vu tout à l'heure, que lorsque l'on a un phénomène, une bougie, une mèche de ce type-là, vous pouvez bien imaginer que la tentative de franchissement des 14,50, eh bien, c'est terminé, hein, c'est vraiment terminé, parce que tous ceux-là sont en perte. Ils ont compris que les vendeurs les attendaient, les ordres de vente étaient certainement un petit peu plus hauts, la force acheteuse n'était pas suffisante. Et là, c'est vraiment, vraiment le dernier test du 14,50. Donc, à la limite, avec une bougie de ce type-là, par exemple à la rupture de la résistance ici à 14,04, c'est probablement un très bon point de vente. Et c'est à la limite, c'est même pas la peine d'aller mettre son stop, même si techniquement c'est ici qu'il faudrait le mettre. C'est même pas la peine d'aller le mettre parce que je peux vous assurer qu'il n'y a aucun bataillon d'acheteurs qui va remonter au front pour se faire découper, décimer, comme ça s'est produit quelques jours avant. Donc, pratiquement la rupture, et c'est pour ça qu'on redescend de manière importante hein, sur 12,50, on repère 10%. On a à nouveau, sur ce niveau de support, on a à nouveau une nouvelle tentative des acheteurs. Et regardez là maintenant, on a d'abord, les vendeurs étaient dans un premier temps à ce niveau-là. Dans un deuxième temps, ils ont défendu et ce deuxième niveau à 14. Dans un troisième temps, regardez comment ils repoussent le camp acheteur. Regardez la ligne de front, à quel point elle est repoussée. Et les acheteurs, ils reprennent la main sur le support en dessous, encore plus bas. Et à nouveau, les vendeurs reprennent la main. Et tout ça se fait de plus en plus bas, jusqu'à un moment où, à 10,34, il n'y a personne qui veut prendre le risque. C'est quand même sur Valeo, on est quand même en terra incognita, hein, en dessous de 10,34. Hein. Je crois que ça fait, je sais pas, ça fait certainement très, très, très longtemps que l'action de Valeo n'était pas à ce niveau-là. Donc, on a un support, hein, un test de support. On a une figure d'analyse technique hein, dont je parle dans le livre qui s'appelle une structure en creux, hein, un creux arrondi. Voilà mes mots. Et effectivement, le marché repart. Et là, quand on a eu ces bougies-là, eh bien, moi, j'ai donné un conseil de vente. Parce que là, vous voyez ce qui se passe. Tout simplement, on n'arrive pas à aller chercher les 13,33. Regardez cette mèche. Regardez la deuxième. Et qu'est-ce qui se passe très souvent le troisième jour? Eh bien, quand il y a eu un échec, on était arrivé presque à 13,33. Là, on était un petit peu plus bas. Et là, les acheteurs, ils n'arrivent pas à dépasser ce niveau-là. Ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas la conviction et que les vendeurs sont en train de reprendre la main.
qu'est-ce qui se passe? On a une bougie de retournement, une bougie qui est une englobante, elle englobe ces deux bougies-là, et là on est en train de revenir, je n'ai pas regardé la clôture aujourd'hui, gentiment vers les 11,63. Il est tout à fait possible que dans le schéma de retour, les 11,63, eh bien on puisse les tenir. Ceux qui font de l'Ishimoku en daily, on est dans le nuage et on est aux abords de la Kijun plate. Donc c'est un niveau véritablement d'arbitrage entre eh bien, essayer de repartir ou vraiment c'est la ligne de partage des eaux. Donc, vous voyez à quel point je n'ai aucun indicateur, je n'ai rien. J'ai mis mes supports à résistance, mais je n'ai rien. C'est tout simplement l'approche psychologique qui me montre chaque fois que eh bien, les acheteurs, dans la tendance baissière, les acheteurs défendent des niveaux de plus en plus bas et les vendeurs repoussent les acheteurs dans des niveaux de plus en plus bas. C'est une forme d'illustration psychologique de la théorie de Dow. Une tendance baissière, c'est faire des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc, j'ai besoin de rien, j'ai pas d'indicateur, j'ai rien du tout. J'ai uniquement mes supports et mes résistances. Et vous voyez qu'il est tout à fait possible de trader uniquement par la lecture du marché. Je peux vous assurer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'après une bougie de ce type-là, personne va avoir envie de revenir se brûler les ailes sur 14,50. Après un échec ici, eh bien, on sait que quand on a eu l'échec à ce niveau-là, on sait que les acheteurs ne seront pas capables, probablement pas capables, de défendre le niveau sur lequel ils avaient repris la main. On est en tendance baissière. Donc, un vendeur ici, il va viser ce niveau-là. Et puis, ben, si on s'arrête là, il sortira de position, il aura gagné un peu d'argent, et puis tout va bien. Mais des bougies de ce type-là, regardez cette force, le côté, surtout le phénomène de bougie englobante. On commence à voir déjà un certain nombre de bougies et de configurations de bougies qui sont tout à fait significatives. On voit ici une bougie, cette bougie rouge. On a eu un mouvement qui était haussier relativement une bonne impulsion, une bonne impulsion de contre-tendance. Il faut toujours faire attention quand on est en contre-tendance, qu'on n'ira jamais plus haut que si on était en tendance haussière. Voyez ce qui se passe. On vient tester ici un sommet en pince et cette bougie, on a démarré plus haut que la clôture de la veille et on vient largement rentrer dans le corps de la bougie. C'est ce que l'on appelle, excusez-moi, une couverture en nuage noir. Et ça, c'est une bougie de retournement qui est tout à fait significative et tout à fait importante. Ici, vous avez une bougie, vous voyez un doji, et qui, avec la bougie suivante, fait une structure qui s'appelle une structure en étoile du soir. Et c'est pas très loin, ici, il y a une structure qu'on appelle un peu le bébé abandonné. C'est pas tout à fait ça, mais dans la psychologie du marché, ça en a exactement la même nature. Ici, on retrouve une structure en étoile du matin. Ici, on retrouve une quasi couverture en nuage noir. Et ici, eh bien, cette bougie, elle, toute seule, eh bien, elle induit une vente de manière immédiate. Je retrouve ici une englobante baissière. Je retrouve une étoile du matin ici. Et là, je retrouve ce que l'on appelle un creux en pince et puis un creux arrondi. On va un peu plus loin. On retrouve ici notre danse du marché. Et je voulais vous montrer ce graphique pour vous montrer justement les figures de retournement. On en a décrit déjà quelques-unes. On a ici eh bien, une bougie rouge. On a ouvert un gap, mais on voit que c'est le premier gap, le deuxième gap baissier ici. Et ici, on a un troisième gap qui peut, qui est possiblement un gap d'essoufflement. J'analyse également les structures de gap dans le livre parce que ce sont des structures de continuation ou éventuellement des structures de retournement quand le dernier gap est un gap d'essoufflement, donc amené à être comblé, donc amené à repartir dans l'autre sens. Quand j'ai une structure ici de ce type-là qui ne comble pas tout de suite le gap, je sais que malgré tout, ce gap-là est un gap d'essoufflement, donc il a vocation à être comblé. Et donc, probablement, on va continuer à aller plus haut. Donc, on retrouve ici les structures telles qu'on les a vues
avec, regardez là aussi, une bougie, une mèche très haute, ça, à elle seule, elle dit ce qui va se passer, et ce qu'on appelle ici un sommet en tour, avec une grosse bougie dans un sens et une grosse bougie rouge dans l'autre. Ça, c'est également une figure de retournement tout à fait caractéristique. Moi, à la limite, hein, j'aurais presque envie de dire que moi, cette mèche haute, elle me suffit. Comme ici un nouveau creux en pince, c'est-à-dire qu'on voit ici que les acheteurs défendent pendant plusieurs jours ce niveau, et petit à petit, avec cette bougie déjà où on voit que eh bien, la clôture se fait un peu plus haut à nouveau, donc on est en train de repartir vers le haut. Tiens, je retrouve une bougie importante comme ça, et on repart vers le bas. Il se trouve que 2 jours après, on a la même mèche dans l'autre sens. Évidemment, le marché, ça bagarre, hein. Ici, après un mouvement baissier, je retrouve un premier gap, un gap de continuation ici et un gap qui est probablement un gap d'essoufflement. Lorsque j'ai ici ce marteau, cette mèche absolument considérable, là c'est clair qu'on va repartir vers le haut. Ici, eh bien, je retrouve ma mèche et regardez comme les lectures sont finalement assez simples. Regardez comme la psychologie des intervenants est relativement, elle est quand même facile à lire. Oui, je parlais tout à l'heure d'une structure de bébé abandonné, c'est ça, un bébé abandonné. Et quand on a 2 bougies ou 3 bougies qui sont comme ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle avec des gaps, c'est ce qu'on appelle une île de renversement ou une île de retournement ou une Island Reversal ou une Australia. Il y a X noms pour la désigner. Mais regardez à nouveau ici cette bougie. En plus, elle est rouge. Donc, on a déjà une belle mèche ici, une belle mèche encore de ce côté-là. Donc, quand vous avez exercez-vous après à lire un petit peu des graphiques comme ça en ne mettant rien et regardez surtout les structures de retournement. Dans le livre, j'en dissèque quand même pas mal, mais surtout, l'important, c'est important de les regarder, c'est important de les connaître, ces structures. Après, il faut pouvoir ne plus les reconnaître de leur nom. Il faut surtout comprendre justement ce conflit permanent. Et c'est lui qui vous donne la solution entre acheteur et vendeur. Le conflit, là, on voit l'étendue, j'aurais presque envie de dire, des dégâts pour les vendeurs. Comment un vendeur peut se relever d'une bougie de ce type-là. Et ça aurait vraiment été extrêmement étonnant que le marché puisse continuer à la baisse avant une consolidation. Il peut continuer à baisser parce que la tendance est baissière, hein, on peut aller plus bas, mais pas avant une consolidation significative. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit, cette mèche? Elle a dit qu'il n'y avait plus de vendeurs, c'est-à-dire qu'au niveau de prix où on était, personne n'avait envie de solder sa position acheteuse, c'était déjà fait, et il n'y avait personne qui avait envie d'ouvrir une position de vente à découvert, d'acheter un put, personne n'avait envie. Donc ce prix ici, il ne satisfait personne. Personne ne se reconnaît comme un prix qui représente la valeur de l'actif à ce moment. Donc lui, cette mèche, elle s'appelle attention, consolidation. On peut presque acheter à ce niveau-là. Alors bon, c'est un petit peu aléatoire, on a un stop qui est à ce niveau-là, même si on pourrait le mettre un petit peu plus bas, utiliser un stop suiveur. Là, ça commence à être un petit peu plus de la grande gymnastique, mais au moins comprendre qu'avec une bougie de ce type-là, et comprendre pourquoi avec une bougie, une mèche de ce type-là, on va forcément consolider ce mouvement vendeur. Combien de temps? À quel niveau? Je n'en ai à ce stade-là strictement aucune idée. C'est la suite de la lecture, c'est la suite de ce qui va se passer, c'est de suivre la bataille. Comment va se faire la bataille entre acheteurs et vendeurs? Alors tout d'abord, eh bien, comme souvent au début, il y a un mouvement qui est, eh bien, il est modéré. Hein. Personne, après une baisse de ce type-là, commencer à acheter, bon, on y va doucement. Et puis, tout d'un coup, là, il y a un gap. Ah, on commence un peu à s'enhardir. Un deuxième gap ici. Et là, c'est presque à la fin que, eh bien, c'est un peu les derniers qui rentrent dans la consolidation. Sans lire, sans avoir mis les retracements de Fibonacci, je suis quasiment certain que sur ce groupe de 3 bougies, et en particulier sur les 2 dernières, on a franchi le retracement 61,8. Ça, c'est quasiment certain. Donc, les acheteurs savent que si on franchit le retracement 61,8 de Fibo, carrément on revient à l'origine du mouvement. Et c'est ce qui se passe.
et on ne va pas plus loin. Et cette mèche haute solde le compte des acheteurs. Donc, avec la lecture, hein, tu vois qu'avec rien que la lecture de bougies, sans rien, eh bien, on comprend largement ce qui va se passer, on comprend le marché. Donc, c'est un peu une première conclusion, hein, qui est la représentation en chandelier japonais. C'est la situation, c'est la lecture de la situation du conflit permanent entre un camp acheteur et un camp vendeur. Alors, on va revoir très rapidement une situation un peu similaire. On retrouve ici eh bien, un très beau bull trap. Hein, c'est quoi? C'est le Nasdaq, Zoom vidéo. C'était à l'automne dernier. Donc, ici, eh bien, on s'est fait déjà découper une première fois. Regardez à chaque fois sur le niveau des 74 $, eh bien, les vendeurs très puissants repoussent. Regardez, ça c'est terrible ces bougies-là. Elles sont terribles. C'est déjà pour tenter d'acheter dans cette zone-là, il fallait qu'il y ait une sacrée conviction. Hein. Après le premier découpage, après cette bougie, c'est même exceptionnel qu'on ait eu une retentative ici. Et puis là, eh bien, on franchit, on se fait découper. On revoit à nouveau, eh bien, les vendeurs sont positionnés là, ils repoussent les acheteurs sous le support à 71,50. Donc les vendeurs ils descendent à 71,50. Ils les repoussent ensuite vers la zone des 67,65. On retente de revenir sur les 71,50. Et ces deux bougies là montrent clairement qu'on va descendre bas parce que il y a vraiment de la mèche haute et c'est ce qui se passe. On descend extrêmement bas. On revient évidemment sur un niveau inférieur. C'est plus du 74,40, c'est plus du 71,50, c'est du 67,65. Et puis on continue à baisser et on revient encore avec une mèche importante sur le 64,49 et on continue à baisser dans ce sens-là. Je n'ai besoin de aucun indicateur pour comprendre ce qui va se passer. Et d'ailleurs, aucun indicateur ne va, sauf peut-être avec une vision Ishimoku, parce qu'elle va donner des obstacles à venir et elle va donner un côté prévisionnel. C'est le seul système qui permet d'avoir une vision prévisionnelle, mais vous pouvez mettre tous les indicateurs que vous voulez, vous pouvez mettre tous les RSI que vous voulez. Les RSI ils vont être tous mauvais, ils vont être tous en dessous de 50, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre les bandes de Bollinger, la bande de Bollinger basse, elle est tout le temps baissière. C'est même pas la peine de les mettre, ça se voit. Si vous mettez le MACD, il va vous donner exactement le même signal. Tous vont vous donner un signal dont vous n'avez pas besoin parce que de toute façon, la lecture des forces entre acheteurs et vendeurs, eh bien, vous aura dit avant que vos indicateurs ne vous le disent. Donc, regardez à chaque fois. Quand je commence ma journée, ou si j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire en début de journée, je le fais après le déjeuner. Je passe un quart d'heure à peu près, environ 10 minutes, un quart d'heure, à regarder. J'ai sur ma plateforme une zone de travail où il n'y a absolument rien. Et je passe 10 minutes, un quart d'heure à regarder des graphiques nus. Je place des supports et des résistances et puis je regarde ce qui se passe. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est un peu mon entraînement de penser à regarder les prix parce que on est entraîné, on est tous entraînés et ceux qui travaillent avec Ishimoku le sont encore plus parce que ça donne des graphiques qui sont finalement assez chargés. Donc, on regarde les indicateurs, on regarde les lignes Ishimoku, on regarde les nuages, etc. Mais avant tout, il faut regarder les prix. Et même, on le voit presque, si je ne regarde que les prix, je sais au moins où va le marché. Quand j'ai une mèche basse de ce type-là, je sais qu'on va monter. Quand j'ai une mèche de ce type-là, je sais qu'on va baisser. Après, on va travailler, on va analyser, on va se donner des objectifs, on va positionner des stops, on va regarder notre money management. Mais je sais ici que tôt ou tard, enfin, on va remettre peut-être 2 jours, 3 jours, mais on va repartir vers le bas. La probabilité de franchir, elle est faible. Et justement, les investisseurs, ceux qui lisent ça, ici, c'est là qu'ils commencent à constituer des positions vendeuses. C'est là qu'elles se constituent, les positions vendeuses. Et après, eh bien, elles sont pyramidées, elles sont accrues. Mais c'est là
hein, dans cette zone d'incertitude. Quand on a vu ça, je peux vous dire qu'on regarde et on commence à mettre des petits ordres. Hein. Comment dire, les traders affûtés et avertis, ils commencent à mettre des ordres de vente dès ce moment-là. Ils essaient de prendre le mouvement baissier au plus haut. Donc, ils commencent à tester un peu le marché avec d'abord peut-être des positions un peu pas trop importantes, et après, ils vont pyramider, ils vont accentuer. Donc, vous voyez, cette lecture, elle est fondamentale. Alors là, j'ai pris, c'est tout simplement, c'est une copie d'écran d'un graphique du livre sur lequel je mets, c'est là que je vous disais, il faut vraiment les connaître. Il faut commencer par les reconnaître pour savoir et les comprendre, pour savoir qu'elles indiquent un retournement, c'est déjà le premier élément. Là, vous voyez une figure, une étoile filante, là, on ouvre un gap, et puis tout d'un coup, boum, on repart, parce que là, c'était le sommet où le marché ne pouvait pas aller plus haut. Hein, et la mèche haute ici commençait à nous dire que ça allait être chaud pour les acheteurs. C'était pas fini, hein, on aurait pu continuer autour de ce niveau, autour des 140 pendant un certain temps, mais la bougie du lendemain nous dit, c'est clair, hein, elle est très claire, la bougie du lendemain. Ici, vous voyez ce que j'appelle le creux en pince. Qu'est-ce qui se passe pendant à 4 reprises tout simplement? Eh bien, on vient tester un support, le support à 116,50 ici, mais les vendeurs n'y arrivent pas. Les acheteurs défendent ce niveau. Donc, il est plus que probable qu'on va repartir vers le haut. Alors là, on a une bougie qui est, c'est un peu un abus de langage, hein, un avalement haussier, parce qu'un avalement haussier, je suis sur un support, donc c'est une variante d'un avalement haussier. Il y a des bougies plus belles, hein, on en a vu tout à l'heure, des avalements qui sont plus beaux. Là, je suis sur un support, mais elle me dit quand même que, eh bien, tous ceux qui ont la clôture ici, elle me dit tous ceux qui ont vendu en dessous, eh bien, ils sont tous en perte. Hein. C'est important. C'est important que la clôture ici soit au-dessus de la clôture de ces 3 jours. Ça indique clairement, alors après, il faut mettre les volumes, hein, ça indique clairement que tous ceux qui ont vendu dans cette période-là sont tous en perte. Donc, probablement, ils vont alimenter le carnet d'ordre à l'achat. Et puis, c'est ce qui se passe. Ici, on a vu la couverture en nuage noir. Les vendeurs laissent les acheteurs repartir. Et là, à ce moment-là, ils reviennent en position. Par contre, je me doute qu'on n'ira pas forcément bien loin. Pourquoi? Parce que regardez la mèche basse ici. Ça veut dire que, et cette mèche basse, elle est au niveau de l'ouverture de la veille. Ça veut dire que les acheteurs, ils ont encore envie de défendre cette zone. Ils n'ont pas lâché. Et finalement, on se bat autour de ce niveau, le niveau des 150, et on ne va pas plus bas. Là, on a une structure qui s'appelle un harami, à savoir une bougie qui est après un corps noir, une petite bougie avec un petit corps qui donne les prémices d'un retournement. Alors, c'est un type de bougie, on va le voir à la fin. On va voir, c'est partie des structures que j'aime moyennement parce qu'elle peut donner des faux signaux. Le sommet en pince tel que l'on a vu, hein, 2, 3, 4 fois ici, on vient tester le niveau, on n'y arrive pas, on repart vers le bas. Là, une bougie qui a un marteau inversé. On retrouve un creux en pince, on retrouve ici une couverture en nuage noir, on retrouve un sommet en pince, et là on a un magnifique gap de rupture qui va jusqu'à un nouveau sommet en pince. Donc il faut les apprendre, hein, il faut les apprendre, mais surtout, une fois que vous les aurez détectés, vous saurez à quoi vous en tenir. Et puis, au fur et à mesure de les voir, de les analyser, eh bien, les mots, les termes, vous n'en aurez plus grand-chose à faire, sauf si vous êtes analyste pour le noter pour vos clients. Et bien tout simplement, vous aurez compris que le fait d'avoir échoué de la part des vendeurs sur ce niveau-là, eh bien marquait la fin de la baisse. Alors, quelques configurations que j'aime ou que j'aime pas. Alors, j'ai mis évidemment en rouge celle que j'aimais pas et j'ai mis en vert celle que j'aimais. Voilà une configuration que je n'aime pas du tout. Ben, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que le prémisse de retournement, donc c'est un harami, ici un harami baissier, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que on a une bougie qui est quasiment un doji. Ça veut dire que les vendeurs n'ont pas pris le pouvoir. Tout simplement, les acheteurs sont en train de se défendre. J'ai certes ici un sommet en pince, mais surtout, cette bougie me dit que les acheteurs n'ont pas renoncé. La deuxième bougie, normalement, c'est elle qui devrait me donner
véritablement la solution. Mais pour ça, ce que je veux, et moi je ne prends pas de position baissière si la bougie numéro 3 ne vient pas clôturer en dessous de l'ouverture de cette grande bougie. Ça veut dire que les acheteurs ont encore de la détermination et qui n'ont pas rendu encore les armes. Si on casse ce niveau, là, oui, effectivement, ensuite, on a un deuxième élément qui est le milieu de cette bougie. Si le harami reste dans la partie haute, ne vient pas clôturer au moins sous le 50% du corps, globalement, ça veut dire que les vendeurs n'ont pas une grande force. Si la bougie suivante ne vient pas clôturer sous l'ouverture de la bougie ici, globalement, c'est pas bon signe. Et c'est ce qui se produit. Par contre, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là, elle va nous amener jusque-là. Et réciproquement, celle-là, ça montre que, regardez, la bagarre, elle se fait dans ce camp-là. Alors, quand je vois des choses comme ça, moi, ce que je fais, c'est que par rapport à l'actif, je passe sur l'actif suivant. C'est-à-dire, tout simplement, je ne vais pas rentrer dans un schéma, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je ne vais pas m'intéresser à la situation, je ne vais pas m'intéresser aux actifs, parce que je m'intéresse uniquement, ou j'essaye de détecter les situations qui sont des situations propres. Là, je n'ai pas une situation propre, je n'ai pas une situation de trading, je peux me faire découper à n'importe quel moment, donc je ne touche pas. Là, il y a une situation qui me plaît beaucoup. C'est exactement l'inverse de la situation ici. J'ai une bougie baissière sur un mouvement d'hésitation. J'ai une première ici qui s'appelle une pénétrante qui a permis on a une ouverture sur le plus bas de la veille, on ne redescend plus, ou à peine. Et les acheteurs reprennent la main, on vient à l'intérieur du corps, en bas du corps de la bougie. Cette deuxième bougie, elle me dit attention, hésitation, parce que comme je l'ai indiqué, on ne clôture pas au-dessus de la clôture de cette bougie rouge, et même on a une mèche. Par contre, celle-là, elle est superbe. Celle-là, c'est clair, elle a fait exploser, elle a éclaté le camp vendeur. On le voit, on a quasiment ici une zone de résistance quand on était en dessous, de résistance quand on était en dessous. Donc c'est vraiment une résistance. Et là, cette bougie, le verrou est cassé. Et là, on repart véritablement vers le haut. En plus, on ouvre un gap de rupture. Donc là, effectivement, on va partir. On peut rentrer avec un stop. Moi, dans ces cas-là, je prends pas de risque. Là, normalement, on devrait dire en analyse technique, je mets mon stop en dessous. Non, moi, je mets le stop sous le gap, tout simplement parce que c'est pas n'importe quel gap. C'est un gap d'expulsion. C'est un gap de dynamique. Il ne doit pas être comblé, contrairement à un gap d'essoufflement. Il ne doit pas être comblé. S'il est comblé, ça veut dire que ce n'était pas un gap d'expulsion. Donc, ce n'est pas la peine de garder un stop plus bas parce que on s'était trompé. Donc, dans ces cas-là, quand on a un gap d'expulsion, je mets mon stop sous le gap et je laisse courir. Voilà. Cette figure de retournement, je l'aime bien aussi. Regardez à ce niveau-là, toujours pour les mêmes raisons. Toujours ici, pour les mêmes raisons, j'ai une grosse bougie rouge. Ici, j'ai une bougie qui, alors, elle est assez surprenante, cette bougie, parce que après celle-là, je me serais attendu à ce que le marché parte à la baisse. Pourquoi? J'ai un mouvement baissier ici. J'ai ici un harami. Les acheteurs reprennent, et on arrive presque sur le niveau d'ouverture. Et là, les vendeurs reviennent à toute vitesse pour les repousser pratiquement proche du cours de clôture de la veille. Là, pour moi, c'est presque un signal baissier. Eh bien, pas du tout. Et on repart vers le haut. Et là, on retrouve là le même schéma que ce que l'on a vu, qu'on a vu ici dans l'autre sens, à savoir, j'ai la première bougie, un harami baissier, ici, mais comme je vous ai dit, j'aime pas les haramis baissiers, donc les haramis, j'attends véritablement que la bougie suivante me donne la direction, et là, vous voyez, je clôture en dessous du niveau d'ouverture de l'avant-veille. Là, il est clair que les vendeurs ont repris la main. Pour aller jusqu'où? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je sais que je peux travailler, regarder, à initier une position vendeuse. Je crois
alors juste un dernier élément qui est, alors dans la deuxième partie du livre, j'analyse un peu justement la lecture des bougies avec les éléments que j'aime bien, hein, les autres éléments, les bandes de Bollinger, hein, ceux qui m'ont fait le plaisir de lire Le pouvoir d'Ishimoku. J'ai développé une théorie, une approche tout à fait originale, hein, que n'a pas développé monsieur Bollinger, et je l'utilise. On voit ici avec également l'utilisation des volumes. On voit ici une structure. On a un mouvement qui commence à partir de manière impulsive. Vous voyez cette bougie ici, hein, une bougie impulsive qui pousse les cours en dehors, au-dessus de la bande haute de Bollinger. Ça, c'est théoriquement un signal d'achat. Alors, je ne l'ai pas mis, mais ça se fait avec un volume qui est encore un peu moyen. Donc, j'attendrai le lendemain. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, hésitation. Et on repart à la baisse. Et là, vous avez une vraie bougie qui est extrêmement impulsive. Extrêmement impulsive. Et regardez, il y a du volume, c'est-à-dire qu'il y a de la vente. Là, les investisseurs, ils sont vraiment rentrés. Donc là, j'ai mes volumes et j'ai ici une moyenne mobile, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 9 périodes uniquement. Et on part à la baisse et vous voyez qu'à partir du moment, je pars à la baisse, et à partir du moment où on vient retourner la bande opposée au mouvement, ici, dans cette zone-là, eh bien, on marque la fin de la partie la plus impulsive. Et ce n'est pas un hasard si là aussi, vous avez un volume important. Ça veut dire, et moi j'appelle ça, et j'utilise moi sur des investissements, sur des opérations un peu de swing, ou je le fais sur du forex en horaire, hein, sur de l'horaire. Tout simplement, vous avez des investisseurs qui utilise ce phénomène de bande de Bollinger qui montre que la volatilité est en train de se réduire, la bande haute commence à se retourner et des gens qui tout simplement y sortent sur cet élément-là, sur ce retournement. Et puis, quand on arrive au retournement de la bande dans le sens du mouvement, ça veut dire que le mouvement est définitivement terminé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris une position vendeuse justement dans le mouvement impulsif, notamment sur cette bougie qui disait tout pratiquement, eh bien, il doit être impérativement sorti. Et puis, heureusement, voilà, on retrouve ici un schéma tout à fait significatif où j'arrive avec mes deux bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer. Je n'ai peu de volatilité, elle est en baisse forte. Clôturée au-dessus d'une bande de Bollinger comme celle-là, ça doit se produire, je dois en voir, allez, je vais dire deux dans l'année. C'est quasiment, si on vient toucher une bande de Bollinger comme celle-là, c'est qu'on peut quasiment ici ouvrir une position vendeuse à tout coup. Donc là, on retrouve ce phénomène, le retournement. Ici, une bougie presque englobante de la précédente. Et on arrive, lorsque on vient ouvrir la bande de Bollinger basse, c'est là que j'ai mon maximum de volume. Et vous voyez, dans la zone de retournement de la bande opposée, j'ai à nouveau un maximum de volume. Et quand je suis sur la partie entre la fin, le retournement de la bande opposée jusqu'au retournement de la bande du côté du mouvement, regardez les volumes qui sont comme ils sont à la baisse. C'est-à-dire que le gros est sorti ici, et petit à petit, les vendeurs, eh bien, ils sortent et les volumes ne font que se réduire. On arrive en fin de potentiel de volatilité, il ne se passe plus rien, le mouvement est terminé. Donc, vous voyez également qu'avec des outils comme tout simplement les volumes en la circonstance, c'est un guide qui est extraordinaire. On peut gérer à la fois les phases de retour qui nous disent bon ben on va pas plus loin, donc probablement on va repartir dans l'autre sens, probablement seulement, et c'est cette bougie qui nous donne véritablement la rupture de la moyenne mobile 20 périodes qui nous donne véritablement le signal, et c'est pas par hasard que l'on a du volume. Je crois que c'était la dernière. Donc, les deux éléments fondamentaux que j'espère que vous avez compris dans ma présentation. Donc, un,
maîtriser le conflit acheteur-vendeur et à tout moment se poser la question, quel est le camp qui contrôle le marché? Voilà. Est-ce qu'il y a, on peut prendre des questions? Il y a deux questions intéressantes. La première, c'est que là, sur les exemples que tu as pris surtout des actions. Est-ce que dans tes études, tu as essayé de voir si l'étude des chandeliers était plus pertinente sur un marché ou sur un autre? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que en fait, c'est toujours la même chose. C'est la lecture du conflit entre les acheteurs et les vendeurs, tout simplement. Donc, ce conflit, j'ai pris des bougies, parce que c'est vrai, de manière générale, je fais surtout des actions. Je fais aussi du forex, hein, mais surtout des actions. J'applique exactement les mêmes schémas et on pourrait le voir si vous travaillez sur du forex, sur du 1 heure ou sur du 3 heures ou sur du 4 heures ou sur du 15 minutes. Après, quand vous descendez dans les unités de temps, vous pouvez, sur des actifs qui n'ont pas une très très grosse liquidité, vous pouvez avoir des phénomènes comment dire, de déséquilibre temporaire du carnet d'ordre. On a du bruit, hein, il peut y avoir du bruit qui peut modifier la vision. Sur du scalping, j'ai aucune idée parce que je n'ai jamais fait, je pense que je ne ferai jamais de scalping, mais j'utilise exactement les mêmes méthodes, les mêmes outils, les mêmes lectures que je travaille sur des bougies d'1 heure, sur des bougies daily, sur des bougies hebdomadaires ou mensuelles. C'est exactement le même, c'est la même problématique. C'est la même problématique, sauf que la bougie du jour, eh bien, elle fait la synthèse de ce qui s'est passé, à l'intérieur. On peut s'amuser d'ailleurs hein, de prendre la bougie quotidienne et puis de passer, de l'entourer et de passer en 1 heure pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, c'est-à-dire de disséquer ce que le résultat final nous donne. Alors, quand on travaille sur de la journée, on a quand même des moments un peu privilégiés quand même dans la journée. Hein. L'ouverture et la clôture sont quand même des moments particulièrement importants. C'est quand même là où se fait beaucoup des mouvements. Il y a quand même le volume, il est souvent bien concentré, peut-être moins sur le forex. Hein, et puis, parce que là, les cours sont mondiaux, donc tout le monde travaille en même temps. Donc, c'est exactement la même chose, à la différence près. Donc, s'il n'y a pas assez de liquidité, il va y avoir un peu plus de faux signaux. Et puis, il y a certains, si je prends par exemple de mémoire l'euro-tri, hein, la livre turque, ça fluctue dans la journée, ça fluctue en permanence. Quoi. Pour moi, c'est même intraînable, mais après, chacun a ses habitudes. Mais je travaille exactement de la même manière. Ok, bon, ça rejoignait une deuxième question, c'est dans tes exemples, tu as choisi que des bougies journalières. Celui qui fait du day trading, par exemple, qui utilise des bougies, je sais pas, en 15 minutes, alors, a priori, ce sera moins pertinent que des bougies journalières. Non, parce que on va avoir, au lieu d'avoir les retournements en fin de journée, on va avoir les retournements à l'intérieur de la journée. Moi, même si je fais de l'action, de toute façon, je descends à minima. Si c'est sur les marchés américains, sur le 2 heures, parce qu'en gros, l'ouverture, enfin, la séance est pas loin d'un multiple de 2 heures. Donc, j'ai 3 bougies. Et quand je suis sur les marchés européens, je prends des bougies de 3 heures parce que là aussi, c'est 3 bougies la journée quasiment, quoi, pratiquement. Donc, je regarde également ce qui se passe en intraday, aussi bien sur les cas des bougies. À ce moment-là, quand j'ai des schémas de retournement, eh bien, je vois certainement un peu mieux, à quel moment de la journée va se faire le passage d'un camp à l'autre. Sachant qu'il y a des changements aussi qui se font à l'intérieur de la journée, puisqu'il y a les fluctuations intraday. Donc, je vais traiter la journée exactement de la même manière. Une série si je suis en 1 heure, une série de 8 bougies dans la journée, je vais les traiter comme je vous ai expliqué, 8 bougies quotidiennes, c'est exactement la même danse du marché à l'intérieur de la journée. Parfait. Bon, bah écoute, c'en est tout, hein, je pense, pour les questions. Merci beaucoup, en tout cas, Daniel, d'être venu pour présenter donc ton livre Les chandeliers japonais, édition
JDH. Absolument. Donc, pour les essentiels de la FAT, donc un des 10 livres qui sont et vont sortir. Voilà, donc trois sont déjà sortis. Alors on les retrouve partout, hein. Amazon, Cultura, Fnac, etc., etc. Ils sont bien référencés. Il en reste encore. Oui, oui, c'est pas rupture de stock encore. Non. J'espère que ce sont des livres qui vont avoir une durée de vie longue, parce qu'on est véritablement sur des fondamentaux. Quand on est ce qu'on a vu aujourd'hui, il n'y a pas de technologie, c'est tout simplement de la lecture. Et c'est la base. Et c'est un peu pour ça, hein, je vais un peu terminer là-dessus, que j'ai expliqué. Si vous ne comprenez pas comment se lit le marché, et les bougies nous permettent de lire le marché, si vous ne comprenez pas, et on a vu sur ces mèches hautes fortes, ces mèches basses, ces figures de retournement, si vous ne comprenez pas ce qui se passe entre les deux camps, vous risquez de faire de grosses erreurs. Si vous ne savez pas quel est le camp qui contrôle le marché, vous pouvez rentrer en position en contrarien sans même le savoir. Et si vous êtes en contrarien, vous avez le droit de rentrer en contrarien. Il y a des consolidations, mais par contre, votre objectif sera radicalement différent de la situation où vous rentrez dans la tendance. Et là, c'est ces deux approches, approche de stop, approche d'objectif. Expliqué tout à l'heure, dans un des cas, que je voyais, même sans les avoir mis, qu'on avait passé le retracement dans la consolidation 61,8 de Fibo. Ça, dans ce cas-là, je sais que statistiquement, je reviens à l'origine du mouvement. Et dans le marché, on le sait. Donc, et on est revenu exactement sur l'origine du mouvement. Et là, on est reparti. Donc, il est important de savoir lire, parce que c'est tout simplement, c'est le b.a.-ba. C'est quasiment impossible de continuer après en analyse technique si on n'a pas déjà compris cette notion. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé, posé vos questions. J'espère que ce sujet vous aura plu. A priori, oui, si j'en regarde les commentaires. Écoutez, bonne soirée à tous. Merci encore, Daniel. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci à tous ceux qui étaient présents et d'être restés plus d'une heure. Hein. On est resté une heure ensemble. Hein. Ça a été aussi un plaisir pour moi. Et merci Raphaël de m'avoir invité pour parler de mes bougies. Oui, Stéphane.